Le Trésor, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, des bactéries qui prolifèrent dans les eaux de l'Ourthe. Des analyses sont en cours pour voir si elles sont dangereuses. En attendant, la baignade est interdite à différents endroits. Pas de baignade non plus dans les carrières, mais nombreux sont ceux qui bravent l'interdiction. Cela peut très mal se terminer. Exemple à Floref avec Maxime Dumoulin. Les incidents survenus samedi sur la plage de Blankenberg, analysés à la Chambre. Les troubles faits seront interdits d'accès. Détails avec Elisabeth Groutars. Coronavirus, les chiffres des contaminations se stabilisent petit à petit et c'est plutôt rassurant. Le point dans un instant avec Yves Copiters. Ils ont trouvé la liberté. Harry et Meghan se sont éloignés de la couronne britannique. Leur histoire est racontée dans un livre qui, on verra avec Élodie Goulesque, fait déjà polémique. Bonjour à tous, nouvelle journée chaude en Belgique et attention, on ne peut pas se baigner où l'on veut, notamment dans les carrières, c'est dangereux et pourtant beaucoup tentent le grand plongeon. Bonjour Maxime Dumoulin. À Floref, la police doit régulièrement intervenir, mais cela n'a pas empêché un homme de se noyer hier. Oui, ici à la carrière du Flateau, un homme de 39 ans a voulu sauter de la falaise que l'on voit derrière moi, une chute de 40 mètres de haut. Seulement, voilà, eh bien, les eaux turquoises ne laissent pas toujours entrevoir. Eh bien, est-ce qu'il peut se passer en dessous de la couche de la surface? Or, hier, justement, un rocher a été fatal. Il était caché sous l'eau. Alors, justement, nous sommes avec le bourgmestre de Floref, Monsieur Mabi. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut le dire, on ne le dira jamais assez, surtout. Eh bien, ces carrières sont aussi sublimes que dangereuses. Oui, tout à fait, elles sont dangereuses parce qu'il y a des risques d'éboulement de rochers, parce qu'il y a des risques d'hydrocution quand il fait très chaud et qu'on veut nager dans une eau qui est beaucoup plus froide en profondeur, il y a ce risque-là. Et voilà, ce sont tous des risques vraiment très importants. Et il y a des rochers qui ne sont pas nécessairement visibles pour les personnes qui sautent ou qui plongent. Voilà, alors pourtant, beaucoup de choses sont mises en place pour pallier ces intrusions. Oui, il y a eu énormément de travail d'information qui a été fait. La police, par exemple, dans l'autre carrière de Dolomie, ici de Floref, il y a eu 150 PV dressés par la police la semaine passée. Alors pour vous, vous dénoncez en fait un phénomène de société qui est très actuel. Je pense qu'on doit réfléchir, oui, en termes de société. D'une part, le rôle des réseaux sociaux qui conseillent de venir dans ces sites sans dire que ce sont des sites privés, des sites dangereux. Et il y a énormément de Bruxellois, de néerlandophones, des Pays-Bas, de France, d'Espagne qui viennent ici. Donc ça, c'est le rôle néfaste des réseaux sociaux. Un autre élément aussi, c'est sans doute la volonté de faire toujours des activités en extrême. La compétition, toujours plus, aller sauter effectivement de là-bas en haut avec une caméra GoPro pour pouvoir relater son exploit, c'est aussi toujours l'extrême d'une société qui a sans doute perdu un peu la boussole, des personnes qui sont anesthésiées par le danger. Et je pense, le troisième élément aussi, c'est essentiellement la relation avec la nature. Dans l'autre carrière, parce que ce sont des sites merveilleux en termes de biodiversité, il y a une quantité de déchets vraiment importante. Merci beaucoup, Monsieur Mabi. On le rappellera, c'est très très dangereux. Et les sanctions aussi, à rappeler en cas d'intrusion ici, 250 € pour la première fois et 350 € en cas de récidive. Voilà pour les conseils, en tout cas prodigués par un bourgmestre pour éviter effectivement ce genre de drame. Merci Maxime et merci à vos invités. Et puis ils ont été chercher la fraîcheur à la mer, mais une bagarre avait éclaté samedi à Blankenberg et elle fait toujours parler d'elle. La commission de l'intérieur du Parlement fédéral a d'ailleurs interrompu ses vacances pour évoquer d'éventuelles mesures à prendre. Alors Elisabeth Groutars, s'il s'agirait notamment d'interdire la plage à certains individus. Oui, certains, c'est-à-dire aux troubles faits et pas seulement sur la côte belge, dans tous les domaines de loisirs du pays, ce qui signifie que quelqu'un qui commettrait un acte de violence, par exemple à l'égard de policiers, comme c'était le cas samedi sur une plage, eh bien, il serait interdit d'entrer, mais il ne pourrait pas non plus accéder dans les jours, dans les semaines, voire même dans les mois à venir à certains lieux récréatifs de loisirs de Wallonie et également de Bruxelles. Le ministre précise également que la bande de lâches, comme il l'appelle, de samedi devrait être sévèrement puni et il veut également mieux contrôler l'arrivée de personnes éventuellement alcoolisées sur le littoral. Par contre, Peter De Crème estime que le renfort policier durant la saison estivale est suffisant et qu'il n'y a pas lieu de fermer certaines gares. Il ne faut pas pénaliser tous les touristes, explique-t-il, seulement ces troubles faits. Écoutez.
Lorsqu'il y a des gens qui sont condamnés pour des faits tels qu'on les a connus le week-end passé, donc ils auront donc une interdiction de lieu, c'est-à-dire ils seront interdits pendant une période spécifique, par exemple la saison d'été ou pendant des vagues de chaleur, à se rendre à la côte ou à se rendre par exemple dans des domaines de récréation. C'est donc une mesure très importante et puis le contrôle se fera. Les gens qui ont une interdiction de lieu seront donc contrôlés à domicile. Voilà pour ces précisions du ministre de l'Intérieur. Merci Elisabeth pour cette interview. Nous allons à présent longer la ligne ferroviaire qui relie Namur à Arlon. D'importants travaux ont débuté à hauteur de Saint-Hubert. Il faut stabiliser plusieurs massifs rocheux présents le long des voies. Un chantier que nous allons d'ailleurs visiter avec Arnaud Bruckner. Un chantier à 30 mètres du sol. Ici, les engins s'activent avec les voies en contrebas. L'objectif ici, c'est de sécuriser la paroi rocheuse, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éboulement en futur, parce qu'elle est relativement instable, suite à des cycles d'infiltration d'eau, et donc ça fait que les cycles gel-dégel, ça rend la paroi instable. On commence à travailler ici à 30 mètres de hauteur, et l'idée, ça va être de descendre graduellement, tailler un chemin pour arriver jusqu'au niveau des voies, et au niveau des voies, la paroi devra être rabattue de manière à déplacer ces voies d'1 mètre. Lors de la première phase, 25 000 mètres cubes de roches seront extraites, soit la capacité de 7 piscines olympiques. Et une première protection a aussi été placée le temps du chantier pour protéger les voies avant l'installation d'un filet définitif. Ça n'a pour but que de retenir d'éventuels blocs qui viendraient à tomber pendant la phase de terrassement. Et ce ne sont pas les filets définitifs qui vont venir équiper la paroi. Ces filets-là, ce seront vraiment des filets qui vont venir se coller au massif rocheux et pour bloquer quelques éléments fragmentaires qui seraient encore présents après notre terrassement. Les roches extraites sur le chantier sont descendues pour ensuite être réutilisées. On valorise la plupart de ces premiers volumes dans des chemins forestiers. Donc nos déblais vont trouver une deuxième vie dans les chemins forestiers de la région pour le débardage, pour les promeneurs, pour les VTTistes, etc., etc. Mais le projet global, ce sont des travaux sur 9 parois rocheuses sur la ligne entre Namur et Arlon, avec un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros pour la sécuriser, mais aussi préparer le futur. Le but des travaux, c'est quoi? C'est le gain de temps de parcours entre Bruxelles et Luxembourg, mais tous les autres utilisateurs des gares intermédiaires vont en bénéficier. C'est avoir des infrastructures beaucoup plus fiables et avec l'arrivée du nouveau matériel roulant M7 qui a des niveaux d'accélération et de freinage beaucoup plus rapides, eh bien on aura une qualité de service vraiment à la hauteur des ambitions pour le trafic intérieur, pour les usagers. Au chantier des parois s'ajoutent aussi d'autres rénovations. Pour permettre le tout, le trafic entre Jemelle et Libramont sera interrompu entre le 12 et le 17 août. Voilà pour ces importants travaux effectués en pleine canicule. Et puis justement, parce qu'on parle de chaleur, vous aviez peut-être envie de vous rafraîchir dans l'Ourthe aujourd'hui. Mais mauvaise nouvelle, des algues prolifèrent dans plusieurs communes, à Esneux notamment. Et comme elles pourraient être dangereuses, eh bien la commune a décidé de faire preuve de prudence et d'interdire la baignade. On s'arrête sur place avec Natacha Mann. À première vue, c'est un lieu qui ne donne qu'une seule envie, plonger. Mais à y regarder de plus près, pas certain que l'idée soit très bonne, car depuis quelques jours, on y trouve sur certaines rives de petites taches irisées. Ce sont sans doute des cyanobactéries, des algues bleues qui peuvent être dangereuses. Par cas de grosse chaleur, il peut y avoir ce qu'on appelle un bloom de cyanobactéries, donc elles vont se développer de manière exagérée en quelque sorte, et pouvoir dégager des toxines qui peuvent provoquer des irritations de la peau, voire même des problèmes neurologiques par une neurotoxine. Le week-end dernier, un chien est décédé après s'être baigné dans cette partie de l'Ourthe. Des analyses ont démontré la présence de cyanobactéries dans son corps. C'est ce qui a permis de découvrir le problème et surprise pour plus d'un spécialiste. Ça fait plus de 16 ans que je travaille avec Contrat de Rivière. On n'a jamais eu le problème. On a pu avoir le problème dans des étangs, ça peut arriver, mais dans une eau courante, c'est vraiment très rare. Et de ce fait-là, oui, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète d'autant plus qu'ici, ça fait 3 ans qu'on est en période de sécheresse, qu'il y a des périodes de canicule, et ces algues prolifèrent essentiellement dans ces conditions. Hier et aujourd'hui, des prélèvements ont été effectués à différents endroits, entre Tilf et Esneux. En attendant les résultats, la bourgmestre d'Esneux a pris un arrêté interdisant les baignades sur toute sa commune. La police va accroître ses contrôles là où on sait qu'il y a d'habitude des personnes qui vont dans l'eau.
C'est déjà réglementé au niveau du barrage de Féchereux, il y a beaucoup de personnes. Elle va aussi faire des contrôles à d'autres endroits de la commune où il y a régulièrement des personnes qui vont dans l'eau. Les personnes qui ne respecteraient pas l'interdiction risquent jusqu'à 250 € d'amende, mais pour l'instant, la police va surtout sensibiliser les citoyens. Les résultats des analyses devraient tomber demain ou jeudi. Oui, Natacha Mann, que l'on va retrouver au bord de l'eau. Bonjour Natacha. D'autres communes ont décidé de suivre en fait la bourgmestre d'Esneux et d'interdire aussi la baignade. Oui, effectivement, il s'agit des communes de Comblain-Nopont, Ferrières et Amoir, des communes qui se trouvent toutes au bord de l'Ourthe. Alors pour bien comprendre, il faut d'abord savoir une chose. Jusqu'ici, la baignade, elle n'était ni autorisée ni interdite. Elle était en fait déconseillée dans les endroits qui ne sont pas surveillés. Mais vu la situation, eh bien, ces communes n'ont voulu prendre aucun risque et dans la journée, elles devraient prendre un arrêté interdisant les baignades sur tout le territoire. Et c'est sans doute une bonne idée, puisqu'il y a environ 1 heure, la bourgmestre d'Esneux nous a affirmé qu'une famille, un papa et ses enfants étaient tombés malades après s'être baignés dans l'Ourthe. Ils étaient également ensuite allés dans l'Amblève. Il faut donc voir où se situe exactement le problème. Mais personne ne veut prendre le risque et donc tous ont décidé d'interdire les baignades pour l'instant, en attendant le résultat des analyses. Prudence donc. Merci beaucoup Natacha Mann. On va passer au coronavirus dans notre pays. Le nombre de cas augmente, mais pas aussi vite que les jours précédents. Du 1er au 7 août, il y a eu en moyenne 587,7 tests positifs par jour. C'est une hausse donc de 11%, mais l'augmentation s'élevait à 16% lundi, à 19% dimanche. On le voit bien, donc la courbe s'aplatit. C'est plutôt positif et on compte quand même dans cette période 3,6 décès en moyenne par jour. Et Yves Copiters nous a rejoint en plateau pour évoquer effectivement ces chiffres. Bonjour, Monsieur Copiters. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, mais on le sait maintenant, ça fait quelques semaines que vous nous rejoignez. On le voit, la progression des nouveaux cas poursuit son ralentissement, plutôt positif. Oui, bien sûr, le virus circule moins, ou en tout cas il y a moins de contamination dans la population. Et donc c'est une bonne nouvelle, puisqu'on est donc capable de maîtriser un premier rebond de l'épidémie post-première vague. Et donc les moyens de protection qu'on met en place sont tout à fait efficaces. Alors travailler avec des nombres absolus, c'est toujours compliqué. Il faut toujours reporter ça au nombre de tests réalisés. Donc l'ensemble des personnes positives sur l'ensemble des tests réalisés est toujours autour de 3%. Donc c'est une épidémie faible, stable, c'est un bruit de fond dans lequel on est capable de maintenir, qu'on est capable de maintenir dans le temps. Alors, on parle quand même de 68 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Ça, c'est un chiffre qui est quand même élevé. Tout à fait. Ça, c'est un indicateur important. Il faut regarder ce seuil autour de 50. S'il dépasse 50, il faut être un peu plus vigilant. C'est le cas actuellement. Mais bon, ça reste quand même tout à fait maîtrisé. Ce qu'il faut bien se rendre compte actuellement, c'est que la maîtrise de l'épidémie passe essentiellement par nos activités à l'extérieur. Il fait chaud, on passe beaucoup de temps à l'extérieur, donc qui ne sont pas dans des endroits confinés. Et bien sûr, on maintient les gestes barrières et le port du masque. Et ce sont vraiment les deux raisons qui font en sorte que soit la tendance va être à la baisse dans les jours qui viennent, soit on est capable de maintenir ce bruit de fond dans le temps. Et c'est peut-être le seuil, pour finir, qu'on peut maintenir dans le temps et qu'on est capable, je dirais, de garder pour maîtriser l'épidémie. À surveiller quand même les hospitalisations, évidemment. Et puis, on est le 11 août, la rentrée des classes, on a l'impression que c'est demain. À votre avis, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir quand même avoir une rentrée, entre guillemets, quasi normale? Alors, juste par rapport aux hospitalisations, vous avez raison, il faut être vigilant, puisque je pense que quasi tous les hôpitaux actuellement réaccueillent des personnes dans leurs unités Covid, dont des personnes en soins intensifs, malheureusement. Donc, il faut être vigilant, parce que des personnes plus vulnérables se réinfectent pour l'instant, et donc ça, il faudra suivre. Par rapport à la rentrée, si on garde la même dynamique de l'épidémie, c'est-à-dire une population jeune qui se contamine essentiellement et très peu les aînés et le maintien des gestes barrières, a priori, on peut reprendre nos activités, je dirais, de façon plus rassurante dès la rentrée. Le problème, c'est que la rentrée, c'est aussi le changement de saison, c'est l'automne, c'est l'hiver, donc plus de reprise d'activité à l'intérieur dans des milieux confinés. Et donc là, il faut voir que l'épidémie ne reprenne pas une dynamique comme en mars dernier par rapport aux populations plus vulnérables. La Belgique prête visiblement à tester 70 000 personnes en septembre. Chaque jour, c'est la clé aussi pour lutter contre la pandémie rapidement. Tout à fait, oui. Donc c'est la clé. Donc le dépistage massif en hiver, mais un dépistage sélectif pour savoir si on est capable de bien identifier le type de virus. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde soit considéré comme Covid-19, alors qu'il y aura le syndrome grippal lié à la grippe saisonnière ou à d'autres virus respiratoires. Donc il nous faut plus de tests, mais aussi des tests qui identifient quel type de virus, parce que la prise en charge en termes de quarantaine n'est pas la même, bien sûr.
Merci Yves Copiters pour ces précisions en direct dans notre journal. Et puis c'est une tradition à Lourdes au moment du 15 août. Un grand pèlerinage rassemble des milliers de personnes dans la cité mariale. Sauf que cette année, les fidèles ne viendront pas. La pandémie est passée par là. Les commerçants locaux ont d'ailleurs perdu, certains, jusqu'à 85% de leur chiffre d'affaires. Esmeralda Labi. Ce ne devrait pas être ainsi. Lourdes, à quelques jours des fêtes du 15 août, est généralement noire de monde. Mais cette année, Covid-19 oblige, les places, les rues de la ville sont quasi vides. Une véritable catastrophe pour les commerçants. Ils évoquent des pertes financières allant jusqu'à 85%. Moi, je ne peux plus vivre. J'ai plus rien, j'ai plus de ressources. Les seules choses que j'ai, je vous dis, quand on fait entre 3 500 et 4 000 euros de recettes par jour entre les deux établissements et qu'aujourd'hui vous tournez à 350 euros par jour et que vous avez à peu près 10 000 euros tous les mois minimum de frais, comment vous faites ? On peut espérer qu'il y aura peut-être une activité pendant l'hiver, mais on n'y croit honnêtement pas vraiment, parce qu'on voit bien qu'il y a une recrudescence de cas, donc on ne voit pas l'avenir très rose. Alors pour remonter le moral des indépendants, le ministre de l'économie est venu en visite. Voilà, alors je vous remercie de venir. C'est très important pour nous de vous voir aujourd'hui. Bruno Le Maire n'est pas le messie, mais il a de bonnes nouvelles. Une prime sera très prochainement accordée aux commerçants actifs dans le secteur du tourisme. Ils bénéficieront d'un fonds de solidarité et d'un chômage partiel. Pour le gouvernement français, il en va de la survie économique du pays. Lourdes, 13 000 habitants, accueille chaque année 7 millions de touristes. C'est la deuxième cité hôtelière de France, après Paris. Moi, j'ai fait 25% de taux d'occupation au mois de juillet, contre un 100% l'année dernière. Voilà, en comparatif. Nous sommes sur 137 hôtels à Lourdes, nous sommes moins d'une trentaine à avoir réouvert. Le Covid à Lourdes, c'est une triple peine. La clientèle saisonnière n'est pas là. La clientèle internationale non plus. La clientèle senior, pas plus. Avec 22 lieux de culte, 220 magasins de souvenirs, des milliers d'emplois sont en jeu. Les locaux espèrent un miracle. Bonjour, une réunion aujourd'hui pour définir un plan de mobilité cohérent pour le week-end qui vient vers la côte belge et éviter les mesures disparates du week-end passé. Cette réunion rassemblera les ministres de la mobilité et de l'intérieur, François Belot et Peter De Crème, la gouverneure de Flandre occidentale, les 10 bourgmestres de la côte et la SNCB. Il s'agira entre autres de déterminer s'il faut ou non prévoir des trains supplémentaires vers la mer alors qu'on redoute une trop forte affluence sur les plages. C'est l'un des effets du confinement et de la crise sanitaire et ce n'est pas étonnant. Le groupe allemand Zalando, premier groupe de vente de prêt-à-porter en ligne européen, a plus que doublé ses ventes au deuxième trimestre, donc entre avril et juin. Et son chiffre d'affaires va augmenter, selon les prévisions, de 15 à 20% sur toute l'année 2020. En cause, bien sûr, le boom du shopping en ligne avec le confinement, mais aussi la présence de nouvelles marques dans le catalogue de Zalando qui voulaient accroître leur visibilité sur le net avec la crise sanitaire. Autre effet de cette crise bien moins positif pour les concernés, c'est l'impact dramatique sur les secteurs culturels et événementiels. Une mobilisation a été lancée hier sur les réseaux sociaux. Des artistes, des personnalités, des anonymes aussi ont barré leur photo de profil d'une bannière orange sur laquelle il est écrit « Sound of Silence », 3 mots dont l'acronyme est SOS. Le secteur dénonce le silence des autorités. Il demande de nouvelles mesures. Enfin, au Bélarus, une nouvelle soirée de manifestation de l'opposition hier après la victoire désormais officielle du président sortant Alexandre Loukachenko à l'élection de dimanche. Un homme a été tué par un engin explosif qu'il voulait jeter sur les forces de l'ordre. Et on apprend par ailleurs ce matin que Svetlana Tikhanovskaya, la principale rivale de Loukachenko à cette élection, est allée se réfugier en Lituanie avec sa famille. Elle avait déclaré dimanche qu'elle ne croyait pas aux résultats de cette élection présidentielle. C'est la fin de ces infos. Merci pour votre écoute. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Sur la première tendance première, c'est maintenant, et c'est avec Cédric Wautier. J'insuffle comme ça un peu de dynamisme. Un peu de patate comme ça, un truc de fou. On va planter des arbres, un peu partout. Très bonne idée. On va aller faire un tour dans les prés salés, en Normandie. Très bien ça aussi. Et puis on va lire. Ça j'adore. Vous êtes jeune ou ado. Alors je sais que je parais jeune, enfin quand même. Ah bon, on ne sait jamais. Vous ayez envie comme ça de vous replonger dans de la lecture jeunesse et ado. Allez, retour de l'information à 11h. Merci beaucoup. À bientôt. 10h, 11h30. Tendance première, Cédric Wautier.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce Tendance Première. On va passer 1h30 en votre compagnie pour parler d'un projet bien particulier, replanter des forêts dans les villes, dans nos villages également, sur les places, dans des écoles par exemple. C'est le projet Urban Forest dont nous